Parfait, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très simple pour parler avec vous et à toutes les personnes qui savent aujourd'hui qu'elles devraient potentiellement investir mais qui ne sont toujours pas passées à l'action. Donc ça peut être problématique. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là, que vous laissez votre argent dormir sur votre compte courant, sur des livrets depuis des années, peut-être maintenant. Et c'est pas forcément un problème de stratégie, c'est pas forcément un problème de volonté. Vous savez hein, que l'inflation, vous êtes conscient que l'inflation grignote votre pouvoir d'achat, ça c'est un fait. Et ça va sûrement continuer d'ailleurs comme ça avec justement les tensions actuelles qu'on est en train de vivre au niveau du Moyen-Orient, l'inflation importée en Europe, du gaz, de l'énergie de manière globale. Donc si le conflit tend à durer, eh bien on devrait vivre encore une fois une inflation grandissante du moins, et donc des taux d'intérêt qui devraient peut-être à moyen terme augmenter pour contrer cette inflation. Bref, on n'en est pas encore là, et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que voilà, vous voyez quand même beaucoup de contenu passer sur la bourse, sur les ETF, sur l'investissement long terme, mais malgré tout ça, peut-être que vous êtes encore bloqué sur le fait de commencer à investir, de passer à l'action. Alors, généralement, ce blocage, il vient de trois choses, et ça, je me suis quand même renseigné sur le sujet, hein. C'est que ça provient un manque de clarté, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, un manque de méthode aussi parfois, concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, et un manque de sécurité mentale. Sécurité mentale qui est hyper importante quand on investit, vous allez voir dans cette vidéo justement, on va aborder ensemble, je vais vous partager vraiment 10 choses que vous devez absolument comprendre avant de commencer à investir. C'est des choses que j'aurais vraiment aimé avoir avant même moi de commencer à investir sur les marchés financiers. Ça va vraiment vous aider. C'est pas des choses compliquées, c'est pas du jargon difficile. C'est vraiment des promesses que je vous mets là, des choses réalistes, des choses faisables, applicables dès demain. Et vous allez voir, on va monter crescendo dans les conseils, dans les leçons en quelque sorte. Et on va vraiment partir de la base, du budget, pour aller vers l'investissement. Donc le but, c'est de revoir tout ça avec vous. Donc premier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qui est hyper important pour moi, c'est apprendre à gérer son budget. Ça paraît bête, dit comme ça, mais pour moi c'est la première chose à comprendre avant d'investir en bourse. Euh, En fait, vous n'investirez jamais correctement si vous ne savez pas déjà gérer votre budget. Il y a plusieurs raisons à cela. Ça paraît assez évident, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes que je vois aujourd'hui, peut-être que vous voyez aussi dans votre entourage, qui parlent d'ETF, qui parlent de rendement, de portefeuille, de risque, de diversification, des choses déjà avancées, alors qu'ils ne savent même pas précisément ce qui rentre sur leur compte courant et ce qui sort de leur compte courant. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de pyramide patrimoniale, eh bien c'est la base. On doit savoir concrètement combien on gagne réellement chaque mois. Alors ça, c'est souvent pas un problème. On doit savoir ensuite combien on dépense réellement, qu'est-ce qui sort de notre compte et combien on peut épargner durablement. Alors pour beaucoup, l'épargne va fluctuer de mois en mois, mais l'idée c'est d'essayer d'au moins d'avoir une moyenne annuelle pour savoir concrètement à l'année combien on peut épargner, voire même investir. Et ça, sans se mettre en danger, évidemment. Donc pour ça, qu'est-ce que je peux vous conseiller à ce moment-là? Eh bien, c'est de faire un plan budgétaire. Très simple, le fameux 50-30-20. Donc vous savez, cette logique qui nous dit que on a 50% des dépenses qui sont prévues pour toutes les dépenses courantes de notre quotidien. Ensuite, on a 30% qui va être prévu vraiment pour des loisirs, d'accord. Le plaisir de vivre, tout ce qui passe à côté, le fait de se faire plaisir tout simplement, et 20% pour l'épargne ou l'investissement. Et ou l'investissement, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas une règle absolue. Le 50-30-20, c'est quelque chose qui est souvent présenté, qui est très connu, mais vous pouvez adapter les pourcentages en fonction de votre situation. Si vous vivez en région parisienne, si vous vivez à la campagne, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, tout simplement, propriétaire, locataire, enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais l'idée, en fait, globalement, reste la même. C'est-à-dire que vous devez créer une capacité d'investissement cohérente, durable, sur le long terme, et de cette manière, vous allez commencer à investir, commencer à épargner et passer à l'action. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Deuxième leçon, pour moi, ça va être de se payer en premier. Je m'explique, vous l'avez peut-être déjà entendu parler aussi, mais euh, c'est une des plus importantes, le fait de se payer en premier, parce que c'est quelque chose de psychologique. Et la plupart des gens, malheureusement, font l'inverse. Je m'explique, les gens, peut-être vous d'ailleurs, quand vous recevez votre salaire, vous allez dépenser ce salaire, vous allez vivre de ce salaire, consommer,
Et ensuite, arrivé à la fin du mois, s'il reste de l'argent éventuellement, eh bien vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qui me reste pour investir, qu'est-ce qui me reste pour épargner. Et le problème, c'est qu'en général, je pense, il ne reste pas grand-chose. Quelques euros par-ci par-là, une centaine d'euros maximum, ce qui est déjà mieux que rien, mais c'est pas grand-chose et c'est pas suffisant pour construire un patrimoine sur le long terme. Euh, et donc forcément, bah, la bonne logique, c'est plutôt l'inverse. Parce que le problème, quand vous faites ça, c'est que psychologiquement, et votre cerveau va vivre avec ce qu'il a reçu. Donc si d'office, vous dépensez, vous n'investissez pas, eh bien le cerveau, il ne veut pas voir du reste sur le compte courant à la fin du mois. Il va chercher à tout dépenser, et c'est assez naturel. Alors que si vous faites l'inverse, admettons que vous recevez votre salaire, ok, et vous vous payez en premier. Donc c'est ça, le fameux se payer en premier, c'est vous allez en fait automatiquement un jour, ou le jour J, hein, ou même un jour après, investir ou économiser une partie de votre salaire que vous avez vu dans le point numéro un. Peut-être les 20% de votre budget, parfois ça peut être 15, 10, parfois 30, vous adaptez évidemment, et d'office vous faites un virement automatique vers un livret, vers un contrat d'assurance vie, vers votre compte d'investissement, PEA, compte titre ou autre. Et de cette manière, bah, en fait, vous allez vivre avec le reste. Et votre cerveau, il va s'adapter, il va s'habituer, et il va se dire, bah, en fait, moi aujourd'hui sur le compte courant, il y a déjà 300 euros qui sont partis, mais mentalement, je ne les ai pas vus parce que ça s'est fait automatiquement, donc je vis avec le reste. Et vous allez voir que c'est hyper puissant, parce que le cerveau va vraiment s'adapter à ce qu'il voit. Si l'argent reste sur le compte courant, eh ben, il te semble vraiment disponible. Par contre, ben, s'il n'est pas là, il n'est pas disponible, donc j'y pense même pas. Vous voyez. Et souvent, ce qui reste et ce qui semble être disponible, hein, ça finit pas très souvent mal, ça finit très souvent utilisé dans des choses peut-être futiles de la consommation, du loisir. Alors c'est bien, vous profitez à court terme, mais vous ne créez pas votre patrimoine pour du long terme. Donc c'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment pas de la discipline, parce qu'une fois qu'en fait c'est mis et que c'est automatisé, eh bien vous allez très vite vous y habituer. C'est pas une question de motivation non plus, c'est vraiment une question de mécanisme à mettre en place. Et vous verrez, au bout de 3, 4, 5 mois d'affilée où vous mettez ça en place, vous y allez même plus y réfléchir et y penser. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on a plutôt géré son budget. On va voir le troisième point. Le troisième point, hyper important aussi, c'est le fait d'augmenter ses revenus sans augmenter immédiatement son train de vie. Peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi, mais en fait l'idée, c'est que quand vos revenus augmentent, de par, je ne sais pas, une prime, de par une responsabilité supplémentaire, de par une évolution, de par un side business, un side hustle, comme on dit, où vous allez travailler sur un projet à côté qui va également vous rapporter de l'argent, peu importe, eh bien votre train de vie ne doit pas augmenter de la même vitesse qu'augmentent vos revenus. Ok. Donc ça, je pense que c'est le plus gros piège, et j'ai déjà vu enfin je l'ai vu hein, quand je bossais effectivement en banque, beaucoup de personnes avaient de très bons salaires, largement au-dessus du salaire médian français, par contre, avaient du mal d'un point de vue budgétaire et dépensaient toujours plus avec un salaire qui était toujours plus important. Ce qui fait que quand vous avez une augmentation, quand vous changez de poste, quand vous gagnez 200, 300, 500 euros de plus par mois, eh bien, il va falloir que vous laissiez du temps avant d'augmenter votre niveau de vie. Et ce temps-là, ça peut être 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et pendant tout ce temps-là, ça va vous créer un revenu supplémentaire investissable, une capacité d'épargne, une capacité d'investissement supplémentaire. Et quand on parle de 200, 300 ou 500 euros de plus pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, en fonction de vous et de la manière dont vous allez augmenter votre niveau de vie par la suite, eh bien, ça représente des milliers d'euros sur le long terme, grâce notamment aux intérêts composés si vous investissez le tout. Donc pensez-y. L'idée, évidemment, c'est à terme d'aller chercher plus de confort, plus de dépenses, plus d'abonnements, peut-être un peu plus de restaurants, mais évitez vraiment je dépense plus tout de suite parce que je le mérite et j'ai gagné plus. Essayez de laisser un temps avant de le faire, et ce temps-là, il va vous permettre de préparer des projets peut-être moyen terme, préparer des projets plus long terme, etc. etc. Donc, évitez cette hausse directe du niveau de vie quand vous augmentez votre revenu. Le point 4, et ben là ça va dans la logique du point 3, vous allez pouvoir corréler les deux, c'est définir vos objectifs, bien en parler. Définir l'horizon de votre objectif et ensuite définir correctement votre profil de risque. Ça, c'est trois choses primordiales. En fait, on a du mal, et c'est logique, mais on a du mal à investir correctement si on ne sait pas pourquoi on investit.
Et ça, c'est fondamental parce qu'en réalité, il n'existe pas une bonne stratégie dans l'absolu. Ok, hein. Chaque stratégie est propre aux besoins de la personne qui la met en place. Donc, par contre, il existe effectivement une bonne stratégie pour un objectif précis, pour un horizon précis et avec un niveau de risque précis qui est le vôtre. D'accord. Donc, si vous investissez pour acheter une résidence principale dans 3 ans, vous ne devriez pas avoir la même stratégie que quelqu'un qui investit pour sa retraite dans 25 ans. Ok, il n'y a rien à voir. Si vous êtes capable de supporter une baisse de 20% sur le marché financier parce que y a une guerre comme ce qu'on connaît en ce moment, eh bien vous ne devriez pas construire le même portefeuille que quelqu'un qui l'accepte très bien. Hein. Si vous ne supportez pas la baisse de 20%, quelqu'un qui va l'accepter ne va pas avoir le même genre d'investissement. Donc, avant d'investir, il va falloir que vous clarifiez le tout. Quel est votre objectif concret? Mon horizon de placement, est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans? Mon niveau de risque? Et donc pour ça, c'est vos connaissances financières par rapport au monde de l'investissement. Posez-vous des questions. Allez chercher des questionnaires en ligne ou quand vous ouvrez un contrat, de toute façon, vous avez un questionnaire obligatoire à remplir qui va définir concrètement si vous êtes un investisseur prudent, équilibré ou dynamique. Votre besoin de liquidité. Qu'est-ce que vous avez besoin de côté chaque mois pour être tranquille et pour dormir correctement la nuit, et le rôle que cet argent, que vous êtes prêt à investir, doit jouer dans votre vie. Ok. Relier tout ça ensemble. Et moi, j'aime souvent comparer ça à quelqu'un qui prépare une course. Je crois combien j'en ai vu des gens avoir de bonnes résolutions début d'année, c'est bon, je vais préparer mon semi-marathon, mon marathon. Euh, et en fait, c'est la même chose. On ne s'entraîne pas de la même manière pour préparer un 5 km, pour préparer un 10 km, un semi-marathon, un marathon. Eh bien, en investissement, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas le bon plan d'action qui est fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre niveau de risque, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous entraîner dans le vide, vous allez abandonner. Et là, évidemment, plus de motivation, pas de discipline en place, c'est voué à l'échec, tout simplement. Donc, pensez-y. C'est pas forcément, euh, comment dire, la destination qui est principale, c'est la manière dont vous allez mettre en place chaque checkpoint en quelque sorte pour arriver à cette destination. D'accord. Point numéro 5 et on avance, c'est passer le moins de temps possible sur les marchés. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis en place. Les gens me demandent combien de temps tu passes toi tous les jours sur tes investissements. Mais en fait, déjà, je ne passe pas de temps tous les jours. Il y a des jours où je n'ouvre pas du tout mon portefeuille. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas regardé ce qui se passait. Alors, oui, forcément, avec les tensions actuelles, j'ai fait attention. J'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et quelles étaient les conclusions économiques ou macroéconomiques qui allaient avoir lieu par la suite. Mais l'idée, c'est de ne pas passer plus de 30 minutes par mois, selon moi en tout cas, sur son portefeuille et sur sa stratégie. Parce qu'une fois qu'on a bien défini nos objectifs, comme je l'ai dit juste avant, qu'on a commencé à automatiser, se payer tous les mois, eh bien, on met en place sa stratégie qui est la plus adaptée à nos objectifs, justement, et ensuite, on passe le moins de temps possible sur les marchés. C'est-à-dire que tous les mois, on va juste passer notre ordre d'achat en bourse, et il y a même parfois, ça sera totalement automatisé, donc vous passerez littéralement 0 minute sur votre stratégie une fois que la stratégie est mise en place. Moi, je passe mes ordres manuellement parce que j'ai une stratégie qui fait que chaque mois, j'achète des choses un petit peu différentes, mais le commande des mortels va définir vraiment son cœur de portefeuille, sa stratégie satellite, on va dire, pour dynamiser un petit peu ses rendements, via peut-être du stock picking, donc de l'achat d'actions individuelles, ou via de l'achat de secteurs en particulier, et c'est tout. Et c'est tout. Et ça, c'est 30 minutes par mois, on achète, on ferme notre application, et c'est terminé. Donc pensez-y, il n'y a pas besoin de toujours agir, de toujours corriger, de toujours arbitrer, de trouver les meilleurs points d'entrée, etc. Ça, c'est la meilleure manière de faire des erreurs, de perdre de l'argent, de se rajouter de la charge mentale. Donc vraiment, à partir du moment où c'est pas votre métier, ok, vous n'êtes pas passionné par ça, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps sur les marchés financiers, sur votre portefeuille et de vous créer des conflits internes parce qu'un jour c'est vert et un jour c'est rouge. Vous voyez. Donc non, non, pas d'inquiétude là-dessus. Prenez le temps de bien mettre en place votre stratégie par contre en amont, c'est là où vous devez passer le plus de temps possible. Et ensuite, une fois que la stratégie est mise en place, on avance. Le point 6, et je pense que ça c'est pour tout investisseur qui veut durer
sur la durée, justement, qui veut maintenir ses positions sur le long terme, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne l'économie et les cycles de marché. Et vous savez, le marché, on le sait, hein, ça ne monte pas en ligne droite. Si c'était le cas, ce serait très facile, on serait tous riches. Non, il y a des phases haussières, il y a donc comme ça des phases qui montent, hein. Il y a des phases de plateau un petit peu, des phases de correction, des phases de crise où là ça s'effondre. On a aussi des périodes d'euphorie comme on a pu connaître assez récemment, puis des périodes de peur où les investisseurs sont beaucoup plus frileux à l'idée d'investir. Et tant que vous n'avez pas intégré ces logiques de cycle de marché dans votre esprit, eh bien vous allez risquer malheureusement de mal vivre chaque baisse comme si c'était un problème anormal, comme si c'était la fin du monde. Alors qu'en réalité, c'est vraiment le fonctionnement normal des marchés, j'ai envie de vous dire. Comprendre les cycles, ça permet justement de ne pas surinterpréter chaque baisse comme un échec personnel. C'est pas parce que votre portefeuille baisse sur quelques semaines ou quelques mois eh bien, que la stratégie que vous avez mise en place est forcément mauvaise. C'est juste une mauvaise phase, une mauvaise passe de marché. Et on sait que, historiquement, et là je vous le rappelle, plus l'horizon de placement que vous avez mis en place s'allonge et est sur du long terme en quelque sorte, plus le risque de perte va diminuer. Et j'en parlerai au point 10, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc ouais, ça c'est statistique, c'est mathématique, et les marchés, il n'y a pas de secret, c'est une logique qu'il faut comprendre, et surtout après c'est de la discipline et de la régularité. C'est juste ça. Okay, donc évidemment qu'investir, c'est pas sans risque. Il y a toujours des risques de perte en capital, et vous le savez, on le rappelle. Mais ça ne veut pas dire que le futur reproduira à chaque fois exactement le passé. Donc oui, après chaque crise, on a eu des rebonds, mais ces rebonds peuvent venir plusieurs années après. C'est pas forcément instantané, vous voyez. Donc, faut s'adapter, faut le comprendre, et pour ça, faut forcément rester un petit peu au fait de l'actualité, de ce qui se passe et de l'évolution des tensions internationales notamment. Septième point, on avance dans la vidéo. Et bien pour moi, c'est le point que je défends le plus sur ma chaîne Instagram et même ma chaîne YouTube, j'en parle assez souvent aussi. Ce sont les frais. Attention, faites attention aux frais en lien avec vos investissements. On parle des enveloppes sur lesquelles vous allez investir. Je parle aussi des fonds sur lesquels vous allez investir. Parce que beaucoup de débutants regardent surtout le rendement espéré ou ce qui s'est passé. Vous voyez, le rendement passé, moi ça j'ai vu sur 5 ans, ça fait 70% de performance. C'est top, j'investis dessus. Mais en fait, ils ne se demandent jamais quels sont les frais derrière. Okay, est-ce que ça peut faire 6%? Est-ce que ça peut faire 7%? Est-ce que ça peut faire 8%? On oublie de regarder vraiment combien ça coûte. Et pourtant, sur 10 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur du long terme, les frais peuvent détruire une partie énorme de votre performance. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Et quand je dis une partie énorme, vous pouvez faire vos calculs et vous pouvez le voir, mais effectivement, 1% de frais sur 15 ans, c'est des milliers d'euros de perdus. Des milliers d'euros de perdus. Alors que vous auriez pu peut-être, au lieu d'investir sur ce fonds actif qui répliquait un indice, investir plutôt sur cet ETF qui coûtait littéralement 1% de moins chaque année, vous voyez. Et donc, frais plus abordables, avec des mêmes performances, et sur la durée, eh bien, vu que c'est exponentiel, eh bien, l'écart se creuse entre le fonds qui coûtait et l'ETF qui coûtait beaucoup moins. Donc attention à ça. Sur vos contrats, pareil, prenez le temps de regarder les frais d'entrée, votre contrat d'assurance vie peut-être notamment, quand vous versez de l'argent dessus, est-ce que vous versez 100 euros, il y a 100 euros d'investis? Très souvent la réponse c'est non, parce que vous avez 1,5, 2%, 2,5, 3%, voire plus de frais à l'entrée, donc attention à ça. Les frais de gestion des contrats, fonds en euros, unité de compte, les frais de l'enveloppe d'investissement, si vous ouvrez votre enveloppe au sein d'une banque physique ou sur un broker, un courtier en ligne, les frais de courtage, donc pour les PEA, les comptes titres, les frais d'arbitrage. Quand vous souhaitez faire des arbitrages, des modifications d'allocation dans votre portefeuille, est-ce que ça vous coûte de l'argent aussi? Tout ça cumulé, eh bien, c'est des frais supplémentaires sur le long terme qui se cumulent. Ça fait... on parle souvent d'effets des intérêts composés, vous savez, mais on parle aussi des frais composés et des frais cumulés, en fait. Et ça, c'est un vrai fléau et c'est ce qui vous fait perdre de l'argent aussi sur le long terme. Donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais faites vraiment attention à ça et essayez de trouver une stratégie qui soit adaptée et qui soit
amoindri, diminué d'un point de vue frais. Le point 8, eh bien, c'est le fait de diversifier. Pensez à cette diversification. Une fois que vous avez mis en place un petit peu votre stratégie, prenez du recul et dites-vous que si vous êtes jeune, la diversification, c'est pas encore trop important. Ok, vous avez du temps devant vous, donc vous pouvez prendre du risque. Par contre, plus vous avancez en âge et plus vous approchez de votre objectif et votre projet, plus vous allez devoir diversifier et vous protéger. D'accord? Diversifier son portefeuille, c'est aller chercher des secteurs différents ou des actifs différents que le marché action. On a tendance à dire le marché action c'est le plus performant, la bourse c'est ce qui fonctionne sur le long terme, mais il y a d'autres marchés qui existent. Marché obligataire, marché immobilier, marché monétaire, les cryptoactifs, marché plutôt exotique, pardon, des choses comme ça. Donc le but c'est de se faire un portefeuille qui puisse répondre aux différents cycles économique dont on a parlé dans un point précédent et qui puisse en fait performer quand un marché fonctionne moins bien. Quand le marché des actions est moins performant à cause de la situation économique, eh bien il y a d'autres marchés qui peuvent prendre le pas dessus, qui peuvent prendre la relève et qui peuvent performer à sa place, à savoir le marché obligataire qui est souvent en décorrélation avec le marché action. Vous avez les matières premières, l'or qui est un actif justement de diversification et on va dire un actif sur lequel on va se positionner en cas de tension géopolitique et d'incertitude globale. Marché monétaire qui est beaucoup plus là quand forcément peut-être l'inflation est remontée, que les taux sont remontés, donc on revient sur des choses où on se dit bon, euh, on va prendre moins de risques et on est plutôt sur un marché risk-off, donc c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur le marché action, au contraire, on va plutôt revenir sur des liquidités, enfin bref, vous voyez, on décorrèle, on diversifie et c'est ce qui va nous permettre de maintenir un petit peu la volatilité de notre portefeuille et de maintenir de quelque chose de cohérent sur le long terme pour éviter justement des pertes de 50% d'un coup en cas de crise. Vous voyez, donc important de diversifier. Euh, Ensuite, le point 9, je reviens sur ce que je disais au début de la vidéo, c'est l'inflation. Ça, c'est votre pire ennemi. Aujourd'hui, vous le savez. Avec la guerre, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, on a peut-être potentiellement une inflation importée qui va arriver en Europe et qui commence à arriver doucement, ce qui va forcément créer une remontée des taux d'intérêt. Donc les livrets, a priori, si la guerre dure, devraient être un peu mieux rémunérés. Mais mieux rémunérés pourquoi? Pour contrer une inflation aussi qui est grandissante. Vous voyez? Donc en fait, quand on réfléchit en net d'inflation, il ne va pas se passer grand-chose. On va toujours être soit nul, soit être perdant et perdre du pouvoir d'achat. Donc faites attention à ça. L'inflation, c'est le coût de la vie. Si le coût de la vie augmente, vous devez trouver des alternatives. Et les alternatives peuvent se trouver justement via un peu de prise de risque sur les marchés boursiers, les marchés financiers, et via notamment de la diversification ou des projets long terme. Okay, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ça c'est une chose, mais surtout ne gardez pas que des liquidités qui en fait vont rien vous rapporter. Vous devez juste garder ce qu'il faut pour payer vos vacances, pour tout ce qui va être électroménager, voilà, besoin très court terme en cas d'imprévu, et c'est tout. Le reste, ça doit être investi. Et dernier point, il y a un point hyper important et qui m'a fait doucement rire quand j'ai vu la statistique, c'est que ce que vous devez retenir, c'est que la bourse, ce n'est pas un casino. La bourse n'est pas un casino. Il y a une étude qui a été faite, j'ai plus exactement la statistique. Ah, Yomoni, voilà, c'est Yomoni qui a fait cette étude en 2024-2025, mai 2025, où ils ont interviewé donc un échantillonnage de la population française, évidemment, et ils ont posé la question, messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus risqué entre investir en bourse et jouer au casino ou jouer à l'euro-million? Et figurez-vous que vous avez 79% des Français qui considèrent que le euh, loto et l'investissement, enfin l'euro-million, le loto, bref, le casino de manière globale, est moins risqué que la bourse. 79% des Français pensent que la bourse est plus risquée que le casino. Ça montre une chose, ça montre que la France n'est pas éduquée financièrement, enfin du moins pour la majorité, hein, si l'échantillonnage est représentatif de la population. Et ça, c'est assez dramatique dans le sens où aujourd'hui, on sait que un ticket d'euro million, on a une chance sur 138 millions de gagner. La bourse, si vous investissez sur 10 à 15 ans, vous restez positionné du jour 1 au dernier jour, vous avez seulement, je crois,
entre 3, enfin 1 et 3% de chances de perdre de l'argent sur cet investissement sur 10 à 15 ans. Donc vous voyez bien que les statistiques sont bien différentes. Et même si on investit sur un ticket de loto tous les jours de notre vie, la chance est toujours ultra faible d'être gagnant, de l'ordre d'une chance sur plusieurs millions, encore une fois. Donc c'est pas ça qui change la donne. Donc vigilance là-dessus, formez-vous, c'est hyper important. C'était une stat qui m'a quand même fait rire et qui m'a fait peur en même temps. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir vous partager ça, partager ces 10 leçons. J'espère en tout cas que ça vous servira. Prenez le temps de re-regarder cette vidéo, de la partager à des personnes qui pourraient être aussi intéressées. Et évidemment, si vous souhaitez qu'on en discute, j'ai mon Instagram de disponible, donc Axel-Luçon. On peut en discuter directement en DM, on peut faire le point aussi sur votre situation si vous souhaitez maintenant passer à l'action. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.